Dans la vidéo qui est tome 2, on va dire, des vidéos, des romans historiques. Et cette fois-ci, c'est des romans historiques, on va dire, depuis la nuit des temps. Jusqu'à la précédente, c'est-à-dire des romans historiques de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour ne rien vous cacher, je répète encore une fois, parce qu'on me l'a redemandé après la vidéo sur les histoires, oui, c'est des livres que j'ai lus, oui, c'est des livres que je recommande, mais selon mes goûts à moi, mes critères à moi, qui ne sont pas forcément les vôtres et sûrement pas les vôtres. Attendez, je déplace la caméra parce que c'est le bordel. Et qui ne sont que, on va dire, ne relèvent que de ce que moi je leur trouve. Voilà, parce que dans la vidéo sur le Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich, il y a quand même des gens qui m'ont dit « Mais tu n'as pas cité celui-là, tu n'as pas cité... » Alors je répète, c'est une liste non exhaustive, que j'en ai lu beaucoup d'autres sur cette période-là, enfin la précité, et que si je faisais ça, on fait un live qui commence à 8h du matin, du soir, et qui finit à 8h du matin, voilà. Mais il me faudra beaucoup plus de travail, il faudra que carrément j'aille fouiller dans tous mes carnets, et dans... le fichier Excel, on a tous les bouquins. Alors, oui, alors là, on va pas s'en sortir. Bref, donc, ceci étant dit, cette vidéo est sur le même modèle. Ce sont des livres que j'ai lus. Il y en a certains pour très longtemps. Il y en a certains très longtemps. Et qui sont mes goûts à moi. C'est-à-dire que selon la période qu'ils reflètent, je les ai classés, on va dire, de la préhistoire jusqu'à... jusqu'à la Première Guerre, on va dire. À peu près. Alors, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, mais sinon, on va passer 3 jours, voire 4 jours. Vous, ça va être un digeste devant la vidéo. Déjà, la vidéo sur les romans de la Seconde Guerre mondiale était beaucoup trop longue pour moi. Alors, il y en a qui m'ont dit non, mais moi, j'ai trouvé déjà que c'était imbuvable, déjà 1h30. Sachant que j'ai mis sur le drive le même lien, j'essayerai de le mettre là, la liste de tous les ouvrages de romans historiques dont j'avais parlé dans plusieurs lives qu'on avait fait participatifs à l'époque où il y avait YouTube, enfin où Séverine était sur YouTube tous les vendredis soirs et maintenant sur Twitch. On avait fait des lives avec des romans historiques, féministes, machin. Donc j'avais fait déjà une première liste et elle est accessible, donc je vous l'ai mis sur le lien. Je vais vous mettre la même chose, je vais vous mettre pareil. À la fin de la vidéo, je vous mettrai les vignettes comme la dernière fois pour que vous puissiez faire un arrêt sur image et que vous puissiez faire un imprimé écran ou noter tout simplement les romans dont j'ai parlé parce que je ne vais pas les noter à chaque fois en bas, sinon je vais passer 2 heures au montage et que vous savez que je déteste faire ça. Donc c'est des romans que j'ai lus depuis très longtemps. Il faut l'avouer, hein, il faut que je me l'avoue. Donc j'ai pris mes notes. J'ai marqué ça sur une page recto verso parce que il y en a certains, même si je sais de quoi ça parle, je préfère ne pas vous dire de conneries, en tous les cas, ne pas vous inciter à le lire si vraiment c'est pas tout à fait ce que vous attendez. Voilà, parce qu'il y en a certains, c'est quand même des grosses pavasses, hein, on va dire, et certains qui sont quand même pas faciles du tout. Voilà, alors on va commencer par un que je n'ai pas. Enfin, pas là. Voilà, parce que comme je l'ai expliqué, j'ai des bouquins dans des cartons, j'ai des bouquins dans un box qui appartient à quelqu'un, j'ai des cartons dans des coffres, j'ai des cartons en Dordogne, enfin j'ai des livres en Dordogne, j'ai des livres qui sont un peu de partout. Si je m'amuse à tout sortir, alors pour vous ça va être sympa de les voir à l'écran, mais pour moi ça va être un enfer de les sortir et de les ranger. Donc le premier... indiscutable, c'est J.H. Rosny, c'est évidemment La Guerre du Feu. Voilà. Oui, on part de très loin. Ah, j'ai dit de très loin. Voilà. Alors, honnêtement, c'est un livre, alors je sais qu'il y a eu des adaptations cinématographiques, mais c'est un livre, honnêtement, où on voit l'affrontement assez sauvage d'une tribu d'une autre, et que, en fait, c'est quand même le début de l'humanité dans tout ce qu'il y a de violence, mais de découverte aussi, le feu. Et puis toutes les tensions qu'il peut avoir dans ces tribus-là de l'époque, où effectivement celui qui apportera le feu et qui détient le feu, plus ou moins, a un avantage certain sur les autres. Voilà, donc grâce à eux, on en est là.
Enfin, vous, moi, voilà. Donc ça, honnêtement, La Guerre du Feu, c'est quand même un des incontournables de romans historiques. Alors, il y a aussi une petite précision qu'il faut que je fasse. J'ai quand même choisi ces romans historiques, donc, sur... Alors, à la fois l'histoire, mais ça, l'histoire étant très personnellement interprétable, c'est-à-dire que vous allez aimer l'histoire perso, moi non, et réciproquement. Par contre, c'est quand même des romans où historiquement ça apporte. Moi, si je lis des romans, notamment sur ces périodes très éloignées, en tous les cas très diversifiées, c'est pour que ça m'apporte quelque chose. Si ça ne m'apporte rien, oui, l'histoire est pas mal, mais ça ronronne. Là, j'ai lu au mois d'octobre un livre qui, sur l'histoire, est très bien, il n'y a pas de problème, mais tout ce que l'auteur disait, j'étais largement au courant, et pour moi c'était du redondant, c'était tellement évident que tout le monde devait savoir ça, que voilà, donc c'est toujours un peu compliqué, mais c'est des périodes que moi, certaines, je maîtrise pas, hein, perso, donc ça m'a apporté, à la lecture à l'époque, beaucoup de choses, de l'intérêt pour la période, ou pas, ou pas, hein. Alors je dois avouer que la préhistoire, oui, ça m'intéresse, sachant qu'en plus, venant de Dordogne, comment vous dire, hein, oui, voilà, Cro-Magnon, Lascaux, moi j'ai un gouffre pas très loin, tout, non, c'était quelque chose. Voilà, en plus, ma société savante, la Société historique et archéologique du Périgord, on avait un docteur et deux, en fait, le couple qui était vraiment très spécialisé dans la préhistoire, donc je vous assure qu'on en a bouffé et c'était très intéressant. Voilà, mais c'est pas ce que je maîtrise le plus en histoire, hein. Voilà, je vous dirai d'ailleurs les périodes où je suis, où je me dis que je peux caler. Deuxième livre, alors je vous l'ai sorti parce que je veux vous montrer l'état de mes livres. Alors c'est les deux, on va dire, c'est les deux qui étaient le plus accessibles au-dessus de la pile. Et c'est des trucs que je sors très très peu parce que j'ai toujours peur de les exploser. Voilà. Ah bah, voyez la taille de la bête, hein. Il est aussi vieux que moi, il est plus vieux que moi ce truc. Je crois qu'il est bien plus vieux que moi. Si je regarde, il doit être bien plus vieux que moi. Ouh, oh punaise des bois. Et je sais même pas la date de ce truc. Alors pour vous dire, il est quand même... Oui, bah il est familial, oui. C'est un truc familial, mais je sais pas de quelle dent il date. Mais il est vieux, hein. Ah ouais, il a même pas la date. Il est hors d'âge. Comme moi, il est hors d'âge. Non, mais il doit bien avoir une date quelque part dans cette merde. Il n'y a pas la date. Bon, mais c'est très très vieux. Alors voilà. Donc honnêtement, c'est les deux. Hein. C'est Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Je pense qu'il faut absolument pas oublier Troie, Ulysse, et puis Ithaque, etc. Enfin, c'est des trucs... en plus, je sais pas si on le refait à l'école, mais moi, je l'ai fait dans les petites classes. Au primaire, on vous apprend... tout ce qui est grec, romain, etc. Moi, ça m'avait passionné de savoir ça. Enfin, honnêtement, quoi. J'étais passionnée par ce truc-là. Et quand j'ai su être assez grande pour le lire, honnêtement, je me suis plongée dedans et j'ai trouvé ça, mais fabuleux. C'est un voyage merveilleux. Alors, oui, je sais, ça peut être un peu... Voilà. Mais... il faut pas avoir peur de se lancer là-dedans. Enfin, je veux dire, après, vous n'êtes pas obligé de l'enquiller dans la première minute. Vous êtes obligé de vous taper tous les chants dans la seconde qui suit. Les chants CHANTS, hein, voilà, pas le chant de patate. Vous n'êtes pas obligé de vous taper ça tout de suite. Vous pouvez lire au fil de l'eau. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai peur, donc je vais le lire au fil de l'eau. » Ben ouais, parce que ça vous permet de le lire, justement. Donc l'Iliade et l'Odyssée, Homère, évidemment. Oh non, bon, alors là, voilà. Autre livre, alors là, on attaque, vous voyez, c'est chrono. On est au 3e siècle. Voilà, on est dans la guerre des mercenaires, je crois que ça s'appelle. Je ne me rappelle plus. Oui, je crois. Et en fait, on est à Carthage, et c'est l'affrontement des mercenaires barbares, etc. Et alors, c'est notre ami Gustave Flaubert, avec Salammbô. Voilà, alors pareil. Alors, celui-là, il y a une petite histoire, c'est-à-dire que j'avais été punie un été pour avoir fait le mur avec mon mec de l'époque. Et donc, comme punition, chez moi, c'était de lire un livre, un classique, mais un truc.
Et donc j'avais une tante qui était fan de Gustave Flaubert et qui m'avait dit il faut que tu lises Salammbô. Donc je me suis dit oh punaise, je sens venir l'horreur. Parce que déjà d'entrée de jeu, elle m'avait dit c'est la première guerre panique, c'est obligatoire. Je me suis dit oh putain de quoi elle parle. La fille qui était larguée. Et j'ai trouvé ça génial. Alors la plume de Flaubert, mais l'histoire... parce que moi j'avais entendu panique et elle avait dit punique et moi j'avais dit panique. Vous voyez le truc? Et je me dis mais de quoi elle parle? Quelle guerre panique? C'est la panique? Ah oui, quand vous avez 14 ans, vous comprenez pas tout. Hein. Voilà, donc... ah, oui, la culture, ça s'acquiert. Hein. Voilà, donc elle m'avait regardé avec horreur quand j'étais arrivée avec l'exemplaire et tout. J'avais commencé, puis je lui avais dit, mais il n'y a rien qui panique là-dedans. Elle m'a dit, mais punique, imbécile. Oups. Du coup, j'ai eu droit à lire dans l'Universalis ce que c'était une guerre punique. En intraveineuse, je vous dis, en intraveineuse. C'est horrible. Autre livre que j'ai cité plusieurs fois à chaque fois, parce que je pense qu'il faut l'avoir lu. Alors, autant, pour moi, l'auteur est un gros problème. Hein. Je n'arrive pas à la lire. Je pense que ça fait partie des rares que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé. Mais je fais un blocage sur cet auteur et j'ai du mal avec elle. Et c'est vraiment un gros problème. C'est Marguerite Yourcenar avec les mémoires d'Adrien. Alors, je dois avouer que l'histoire de ce récit à son petit-fils adoptif qui a un ado, etc. et qui est son éventuel successeur, en fait. C'est un empereur qui s'adresse à son successeur et c'est Marc Aurèle, son successeur. Voilà. Au début, je dois avouer que, évidemment, dans ma famille, il y a des gens qui sont fans de Yourcenar et qui m'ont dit « Faut que tu lises les mémoires d'Adrien !» Je suis « Oh, punaise de quoi ?» Voilà, non, parce que, voilà. Et pareil, voilà, c'est un truc pour moi assez épique, bon, très très bien écrit, hein, pas à tortiller Madame Yourcenar, c'est... Ah, on est bien d'accord. Mais quand vous êtes ado, ce genre de truc, vous vous dites ah, crevez avec ce machin. Mais non, finalement, c'est aussi un autre pan de l'histoire. Alors bien sûr, c'est des romans, hein, c'est pas des livres d'histoire. Donc c'est des choses qui sont basées historiquement bien foutues, mais qui sont évidemment des romans. Alors il y a des choses qui sont évidemment apportées par l'auteur, développées par l'auteur, etc., qui enjolivent son truc. Mais j'étais sortie de là en me disant « Waouh !» Voilà. Et en fait, après, j'avais dit à ma grand-mère que je voulais plus écrire de romans parce que j'étais nulle à côté de Yourcenar, tu m'étonnes. Évidemment, si je me comparais avec des gens comme ça, j'avancerais jamais. Mais c'est ce que je dis souvent quand on me demande oui, mais comme tu lis beaucoup, est-ce que quelquefois, en tant qu'auteur, t'es pas bloqué? Non, parce que j'ai toujours réussi à dissocier à ce moment-là, d'ailleurs, à cette époque de ma vie, j'ai réussi à dissocier grâce à des gens comme Flaubert ou comme Yourcenar, à dissocier la personne que j'étais, la lectrice que j'étais, et la jeune femme, la jeune fille à l'époque, qui écrivait et qui voulait raconter des histoires. Et donc je me suis dit, si tu te mets à te brider, parce que ces gens sont beaucoup plus talentueux, et ils auront plus de talent que toi réunis, tu pourrais vivre 200 ans, tu n'arriverais pas à la cheville de Yourcenar, ou de Flaubert, ou enfin, hein, on est bien d'accord, tous ceux que j'ai cités jusqu'à présent, tu vas te bloquer, voilà, donc il faut quand même dissocier. Nouveau truc, alors on passe d'époque, hein, voilà, là on est donc avec notre ami Ponce Pilate, voilà, alors, oui, ah bah j'y vais, hein. Je vous ai dit que je faisais tout le monde. Donc là, c'est l'évangile selon Pilate de Éric Emmanuel Schmitt, alors je dois avouer que j'ai une tendresse particulière pour Ponce Pilate. T'as commencé pas à gueuler. Non, c'est pas vrai. C'est que, en fait, j'ai été... j'ai pas... Alors, j'ai été élevée avec plusieurs possibilités de religion chez moi. Chrétienne, hein, je dois dire. Commencez pas. Mais j'ai jamais été fixée. Voilà. Je me suis fait ma propre mixtouille. Et il y a des personnages comme ça qui m'ont été racontés à droite, à gauche, et que j'avais trouvé bien. Et en fait,
c'est un personnage biblique qui m'a toujours intriguée. Et quand il avait sorti ce livre, Éric Emmanuel Schmitt, je m'étais jeté dessus. Que de dire. Jeté dessus parce que je m'étais dit, il faut quand même que tu saches un peu plus, voilà, parce que quand j'étais sortie de ce roman, qui est fort bien d'ailleurs, qui est fort bien, je me suis dit quand même, il faut que tu reviennes aux sources. Alors donc évidemment, je suis allée aux sources, enfin pas aller, non, je suis allée à la source. C'est-à-dire que je suis allée voir quelqu'un dans ma famille qui est très pieuse et qui connaît la Bible comme moi, je connais mon petit blur illustré. Et je lui ai dit, oh, raconte. Voilà. Mais ça permet aussi, ce genre de livre, de vous ouvrir des horizons. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que vous lisez dans un roman historique, il faut quand même aller piocher. Alors, quelquefois, vous avez des romans historiques où tout est bon. Donc, vous allez regarder, vous dites, ah ouais, ok, c'est bon, ça va. Et puis d'autres qui vous amènent une piste, qui vous ouvrent un horizon, et c'est à vous d'aller aussi vous cultiver. Hein. Ça ne vous tombe pas directement dans l'assiette, faut pas déconner. On passe à une autre époque. Alors, il y en a un que je n'ai pas... Ah oui, putain. Il y en a un que je n'ai pas mis dans la liste, parce que ça me semble tellement évident qu'il faut l'avoir lu, enfin les avoir lus, tous les tomes, que je ne l'ai même pas mis. En fait, je vais vous le montrer, parce que je l'ai sorti, mais je vais vous le montrer. Si vous n'avez pas lu ça, dans votre vie, hein, vous avez loupé votre vie. De romans historiques de cette époque, je parle. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des lectures communes sur le premier tome et qui ont été très étonnés de la facilité de lecture. C'est pas parce que c'est vieux que c'est chiant, c'est pas parce que c'est vieux que c'est difficile, c'est juste que ça demande de la culture, c'est juste ça. Après, c'est hyper bien écrit. Oui, alors Maurice, vous voyez la taille de la bête, hein, le vieux machin. Alors celui-là, je vous dis pas, c'est en francs à l'époque. Ouais, mais il est vieux celui-là. Il est pas à moi. Enfin, il est pas à moi, il est à la famille, mais il est pas. J'en ai hérité. 1955. Voilà. Donc oui, j'en ai hérité. Et mais je l'ai lu sur ce format-là. Et je dois avouer que c'est une obligation d'avoir lu ça. Voilà. Si vous voulez vous attaquer à un roman historique qui parle de ces rois, de cette période de règne en France, voilà, si vous dites un jour dans votre vie, ouais mais moi j'aime pas les romans historiques, si je dois vous dire, il faut en avoir lu au moins un, lisez la saga des rois maudits, histoire que vous ayez un minimum de bagage déjà sur votre histoire culturelle française. Oui, pas un minimum, voilà. Alors on continue, on va attaquer Moyen-Âge, machin, etc. Enfin le Moyen-Âge, le bas, le haut, le milieu, enfin tout ce que vous voulez, enfin, le gros truc, quoi. C'est quand même un des plus simples à lire. Les piliers de la Terre, Ken Follett. C'est l'un des plus simples. Honnêtement, ça demande aucun effort particulier. C'est bien écrit, c'est bien rédigé. Les histoires se tiennent. Il y a plusieurs histoires entremêlées mais qui se tiennent. Il y a le contexte historique des bâtisseurs de cathédrales. Donc ça vous explique un peu comment c'était organisé à l'époque. Hein. On faisait pas ça avec la grue. Et il y avait aussi les périodes, la société derrière, tout ce qui était, le contexte social, le contexte sociétal, le contexte politique aussi. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être enfin ça fait un peu peur parce que c'était un peu des paragraphes, mais c'est très fluide à lire, très facile. Ça mêle à la fois construction, bataille, amour, passion, etc. Donc c'est assez épique et romanesque comme roman, enfin comme saga. Et oui, je pense que si vous avez peur des rois maudits en disant oh mon dieu, allez attaquer Ken Follett parce que à la rigueur c'est très facile à lire. Voilà, il faut pas avoir un énorme bagage pour comprendre qui est qui. Voilà, les rois maudits non plus. Hein, il faut juste que vous ayez à un moment donné peut-être l'arbre généalogique de cette période-là, histoire de voir à peu près qui est qui. Voilà, mais sinon, ça passe. Autre livre que j'ai lu, et ça j'avais adoré, mais qu'est-ce que j'avais aimé. Et puis j'avais aimé la série après dérivée. C'est Walter Scott, Ivanhoe. Oui, alors je suis très chevalier, tournoi, combat, complot.
Ah oui, non mais voilà, j'aurais aimé vivre là. Et puis là, il y a la fidélité familiale, féodale. Il y a Richard Cœur de Lion, il y a, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les croisades, il y a la loyauté, il y a les relations amoureuses, les luttes intestines. Puis bon, c'est quand même l'Angleterre du 12e, hein, donc ça s'y a Bibi. Ah bah oui, non, mais je sais. Mais... Voilà, alors si vous n'avez pas envie de vous taper Walter Scott, Sir Walter Scott, pardon, avec Ivanhoe, vous pouvez regarder la version Ivanhoe à la télévision. Ça peut aider hein, aussi, ça. C'est bien fait. Bon, après, c'est en noir et blanc, ça date des années 60, je crois, à peu près. 50-60. Mais c'est vieux, c'est vieux. Mais c'est bien. C'est bien. Moi, j'aimais bien. Après, il essaye de regarder son héritage et tout, c'est bien. Oui, je sais. Ça va. Vous me lancez sur les troubadours, les chevaliers, les machins. Moi, dès qu'il y a un château, un donjon et un chevalier, tout me va. Bah, on continue sur les trucs chevaliers. Et là, c'est une chevalière. Ah, oh punaise, ça se dit ça, chevalier. Enfin, en vérité, c'est pas une. Si, elle était à cheval, chevalier. C'est Mark Twain. Alors là, vous êtes. Oui, ah bah c'est le roman de Jeanne d'Arc, écrit par Mark Twain. Oui, bah il faut quand même savoir un minimum sur Jeanne d'Arc. Déconnez pas. Alors là, on est en plein milieu de la guerre de 100 ans. Et c'est l'histoire de cette jeune femme qui va aller voir le roi, enfin qui essaye d'aller voir le roi en lui disant, moi j'ai été appelée par... Voilà, qui m'a dit que j'allais bouter les Anglais hors du royaume de France, je vais aller vous faire roi, enfin j'allais vous consacrer, réussir à vous consacrer roi sur votre territoire, repris, voilà, et qui s'est fait trahir par les Français, par les Anglais, enfin par tout le monde, voilà, en gros, et qui avait des compagnons d'armes, dont un des plus célèbres est Gilles de Rais, qui est donc Barbe Bleue, hein, enfin dont la... Hein, on est d'accord. Évidemment, ça se passe à Don Rémy, enfin au début, dans tous les cas. Jeanne d'Arc, vue par Mark Twain, c'est à lire, hein. C'est à lire, hein. Honnêtement, c'est à lire. Alors, après, prochain, oui, je tourne mes pages, parce que... Alors, ouais, putain, celui-là. Alors, j'ai détaillé celui-là dans une vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien, mais je suis pas sûre de me rappeler. J'avais fait pas l'année dernière, je crois en 2020. 2020, je crois, peut-être, ou en tous les cas, j'essayerai de vous mettre les liens. J'avais fait le top 25 de mes classiques français et de mes classiques étrangers. Donc, ce qui vous montre très bien, déjà, si vous regardez les deux vidéos, la base que je peux avoir. Et parce qu'il y a des gens qui ont été étonnés que à la liste, je fais une digression, mais il y a des gens qui ont été étonnés qu'à la liste des 100 livres qu'il faut avoir lus qui a été proposé par Séverine sur la stream Twitch et que j'ai vu en accéléré parce que je voulais lire, enfin je voulais noter les livres et j'avais pas beaucoup de temps. Sur 100, j'en avais 95 de lus et 90 aimés. Alors quand je dis aimés, c'est que j'avais bien aimé le texte. Après, il y en a certains que j'étais pas fan, mais j'avais bien aimé ma lecture, mais que je ne recommanderais pas. Voilà. Mais que j'en avais lu 95 sur 100 et on m'a dit oh, quand même, 95, t'es sûr ça fait beaucoup. Style, ça fait un peu prétentieux. Il y a quand même quelqu'un qui me l'a sorti. Je lui ai dit ouais, mais bon, je suis désolée, j'ai quand même un minimum de. J'ai 42 ans de lecture, en gros, depuis que j'ai 10 ans, j'en enquille beaucoup, parce que j'ai commencé à lire à 3 ans, à 7 ans des petits trucs. Bon, à 7 ans, c'était la bibliothèque rose et verte, hein, on est bien d'accord. Ou Dodé ou machin de comme ça, mais voilà, mais à partir de 10 ans, j'ai lu des bouquins, et en gros, j'en lisais entre 80 et 100 par an, donc même petite, j'ai toujours lu beaucoup, parce qu'on faisait beaucoup de voitures, parce qu'on faisait beaucoup de déplacements, et pendant ce temps-là, moi, je lisais, voilà, donc ça vous prouve, j'en ai 52, vous imaginez le nombre de livres que j'ai pu lire, voilà, donc ça me semble pas extrême d'en avoir lu 95-60, voilà, mais celui-là, quand je l'avais lu, donc dans les top 25 étrangers, je l'ai mis. J'étais tombée le cul sur la chaise, littéralement. C'est de Hermann Hesse, c'est Narcisse et Goldmund. J'avais trouvé, ça se passe en Allemagne, donc au Moyen-Âge, et c'est un jeune novice, Narcisse, qui arrive dans un couvent et qui veut enseigner, et il va se prendre d'amitié pour son élève, Goldmund, et ils vont, on va dire...
comment amener, ouais, amener, il y en a un des deux qui part à la recherche de sa mère, qui va l'amener à rencontrer quelqu'un. Voilà. Et c'est une espèce d'ode, d'hymne à la nature, à l'équilibre, à la joie. Et puis avec la plume de Hermann Hesse, qui est quand même une des plus jolies plumes qu'on connaisse. Je sais pas quoi vous dire de plus, parce que Narcisse, à un moment donné va monter à l'échelle dans le couvent, va devenir un grand prêtre, etc. C'est vraiment une ode assez magnifique. Je sais pas, il y a tout dans ce roman, en fait. Il y a beaucoup de choses dans ce roman, mais il y a aussi le contexte historique en Allemagne de cette époque-là, au Moyen-Âge, avec toutes les codes et les dictates et les pressions de la religion et de la société. Tout était très codifié. Moi, j'ai adoré. Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse. Voilà, on est en plein Moyen-Âge. Hein, alors, oui, évidemment, quand on est dans le Moyen-Âge, il y en a certains qui sont en train de hurler. Ouais, mais il n'y a pas le nom de la rose. Il y a le nom de la rose. D'Umberto Eco. Alors ça avait été ma grand-mère. Une de mes grand-mères qui l'avait lu quand elle était jeune en Italie et qui m'avait dit il faut le lire. Ouais, d'accord. Voilà, enfin elle est jeune. Je m'entends. Elle l'avait lu quand il était sorti, et donc elle m'avait dit il faut le lire, c'est un auteur intéressant. Voilà, c'est pareil. C'est en Italie du XIVe siècle, il y a de l'intolérance religieuse qui amène la violence, donc il faut aller voir, machin. Alors évidemment, il y a des menaces qui pèsent sur la chrétienté, et puis il y a ce côté renfermé mystérieux. Il y a les crimes, il y a des petites choses, etc. On revoit tous le film, je pense qu'on l'a tous vu, le film avec donc Sean Connery et le sublime Christian Slater. Mais il faut lire le livre. Voilà. Il y a des livres, par exemple, il y a des où on vous dit ah, vraiment, moi j'ai vu le film, est-ce qu'il faut que je... Oui. Oui. Donc celui-là, oui. Le nom de la rose, Umberto Eco, c'est un truc qui est hyper bien foutu pour le Moyen-Âge, qui a historiquement... C'est deux bâtons, Armand. Mais il a pris des libertés aussi, comme tous les auteurs qui font ça. Donc c'est le bonheur d'avoir ce genre de livre-là. C'est que c'est des gens qui étudient énormément leur sujet et qui arrivent dans l'histoire, à mettre une petite histoire, ou plusieurs petites histoires, en l'occurrence, et qui arrivent à ressortir au milieu de tout ça le fait que vous pensiez que ça a vraiment existé. Et ça, c'est le summum d'un roman historique. Voilà, que la personne, quand elle sort de là, elle se dise je sais qu'elle a inventé des trucs, mais ça peut avoir été comme ça, même si c'est pas dans les livres d'histoire. Voilà. Après, il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Hein, on est bien d'accord. Voilà, ça c'est Hux qui s'est jeté sur l'Iliade et l'Odyssée. Loulou. Vous l'entendez? Attendez, je vais vous le montrer parce que lui, voilà. Tu fais quoi? Tu fais le nom de la rose toi aussi? Enfin là, c'est le nom du noir, de la rose noire. Tulipe noire. Enfin la tulipe. Enfin, la tulipe, vous avez vu la taille de la tulipe quand même. Il est un peu bouboule pour une tulipe. Tu vas rester là? Non, il va pas rester là. Alors, prochain livre. Si jamais. Prochain livre. On est toujours dans ce genre de sortie. Non, il en a marre. Il va se casser parce qu'il en a ras-le-bol. C'est un chat qui reste pas dans les bras. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas ça. Là, on s'accentue dans l'histoire, on avance dans l'histoire de France. On va dire qu'on est en présence d'une femme qui est très connue pour tout le monde, mais qui a été, je pense, à ce moment-là, assez librement interprétée par l'auteur et qui lui a donné une posture autre que ce qu'elle avait. Mais il faut le lire parce que cette pièce est magnifique. En tous les cas, elle était aussi adaptée en pièce, elle est très belle. Si vous y tombez un jour dessus, c'est très beau à voir. C'est La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Voilà. Je dois avouer que c'est un des personnages féminins qui m'a toujours fascinée, avec Aliénor d'Aquitaine et Catherine de Médicis, parce que c'est des femmes qui ont fait des choix à un moment donné. Des choix qui ont changé le cours de l'histoire.
Alors elle y est allée pas qu'avec le dos de la cuillère pour les choix, mais elle était déjà issue d'une fratrie qui s'entretuait, et en tous les cas c'était la seule qui pouvait plus ou moins manœuvrer un peu comme elle voulait avec ses frères, qui s'est retrouvée en conflit avec, qui a choisi le parti pris du mari qu'on lui avait imposé à un moment donné, qui ne lui a pas laissé le choix certaines fois. Elle s'est rebellée, elle est revenue à la charge, elle est revenue en odeur de Saint-Denis, et puis après elle s'est recassée la gueule. Mais c'était des choix qu'elle a fait consciemment, ou inconsciemment, ou imposés. Mais en tous les cas, ça a fait tourner l'histoire de France. On est bien d'accord. Parce que, voilà, c'est une autre maison. C'est une autre maison qui a pris la tête de la France et qui a rechangé, qui a rebattu les cartes. Voilà. Donc, en plus, bon, Alexandre Dumas, c'est Alexandre Dumas. Donc, c'est une plume, quoi. Voilà, c'est une plume romanesque, pleine de wouh, vous savez, les wouh, ouais, vous êtes d'accord avec moi? Et, bah oui, c'est ça. Et donc, c'est très agréable à lire parce que c'est effectivement un romancier et c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'écrire des feuilletons dans les journaux. Donc il fallait toujours qu'il y ait des petits rebondissements, des petits trucs qui allaient. Et c'est vrai que les gens qui ont le fait très récemment, qui ont redécouvert ou découvert complètement les Trois Mousquetaires ou le Comte de Monte Cristo, ils ont été étonnés de la simplicité, de la fluidité du texte, parce que les gens ont une mauvaise impression sur les auteurs avant. Voilà. Il y a des auteurs, c'est des bourrins, il y en a certains, tête sur la table et puis vous pleurez. Mais si vous prenez beaucoup d'auteurs, on va dire classiques, et qui sont célébrés depuis des siècles ou des décennies ou de très longs décennies, voire quelques siècles, c'est pas pour rien s'ils sont toujours en haut de l'affiche, hein. C'est pas par snobisme des élites ou des gens qui les lisent, c'est parce qu'ils impriment des sentiments et qu'ils impriment quelque chose. Voilà, vous sortez d'un livre de Alexandre Dumas, par exemple c'est La Reine Margot, vous avez autre chose, il vous a proposé autre chose. Après que vous ayez la curiosité d'aller chercher qui était Marguerite de Valois, et que vous sachiez qu'est-ce qu'elle a fait, pas ce qu'elle a fait, ce qu'il a mis de vrai, ce qu'il a fait de faux, ce qu'il a mis pour l'histoire, parce qu'en gros, quand vous faites un roman, à un moment donné, il faut que ça serve aussi votre histoire à vous, et que il a agrémenté, ajouté, relevé les arcanes et les coulisses de la royauté de l'époque. Ça n'empêche le texte et la puissance de la plume, quoi, et la puissance de la dame, de la dame. Autre dame, toujours Alexandre Dumas. Alors là, je pense que c'est un je crois, hein, j'en ai lu quand même pas mal, de Dumas, je parle aussi. Je pense que c'est l'un des plus romanesques que j'ai lu de Dumas. C'est l'affaire du collier de la... Enfin, les colliers de la reine. C'est pas l'affaire des colliers, c'est les colliers de la reine, le titre, je crois, exact. Je pense que c'est l'un des plus romanesques. Alors, oh, punaise, attention, il y a le diablotin qui est revenu. Qui qu'il y a? Non, tu prends pas ma feuille, parce que j'ai mis tous les trucs, regarde, j'ai tourné la feuille de derrière, parce que j'avais mis ma jolie feuille. Tu t'en fous de moi? Ouais, je s'en fout. Il veut être avec sa maman. Voilà, donc c'est l'histoire de Luc du Collier. Alors je pense que tout le monde connaît l'histoire du collier, Lamotte, Milady, et Marie-Antoinette, et toute la clique, et le machin, et le truc. Je sais pas, je pense que tout le monde connaît, à part que là, il n'y a pas de happy end ou etc. Tout le monde va s'en prendre plein la tête. Voilà, mais il essaye de me mordre, parce que comme je fais des grands gestes, il supporte pas, il a toujours peur. Je pense qu'il faut avoir lu, je sais pas lequel des deux, lisez Les Colliers de la Reine, si vous voulez vraiment avoir un des deux Dumas que je viens de citer. Même si La Reine Margot est géniale, mais peut-être que Les Colliers de la Reine qui est quand même beaucoup plus... Oui, romanesque. Je pense que c'est l'un des plus romanesques que j'ai lu, parce que Cagliostro et tout ça, c'est vachement bien, de tout ce truc de décorum là. Ouais, j'aime bien. Voilà.
Autre livre, alors on continue, voilà. Donc là, je pense que plus ou moins tout le monde l'a lu parce que ça a été la grande mode puisqu'il y avait une série. C'est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Est-ce qu'il faut vraiment que je parle de Esther et de Boston 1642? 1642, c'est bien ça? Ou ça date d'hier, moi, que je l'ai lu, ce truc. Ouh, oui, je crois. Oui, bah, s'il y a quelqu'un que je fais une connerie sur la date, dites-moi-le dans les commentaires. Je pense que c'est un des classiques, c'est un des plus grands, enfin un des classiques les plus connus du conteneur américain. Si je ne m'abuse, il avait été, je crois qu'il a été euh, édité vers 1850, 60, 50, vers là. Et depuis, c'est quand même un des classiques. Alors, nous, on a des classiques à l'école, bah, les Américains, ils ont ça. Voilà, donc c'est quand même le portrait d'une femme éprise de liberté dans une société très puritaine, où, honnêtement, ça, quand on le lit maintenant, ça n'a pas perdu la force de l'attrait de ce thématique. Alors, bien sûr, les plus féministes engagées, très 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 engagées, râleront tout le long du roman, on est bien d'accord, parce que c'est honteux d'avoir fait ça aux femmes, etc. Mais c'est aussi le contexte historique. J'arrête pas de le dire. Des fois, ça me heurte quand j'entends, oui, on devrait pas mettre ça, on devrait plus faire ça, oh, c'est honteux. La dernière fois, j'ai vu un commentaire, j'ai halluciné. Ah oui, alors tous ces auteurs avec des casseroles au cul, il faudrait plus les lire. Mais alors, vous brûlez tous les livres qui sont arrivés avant, quoi. Enfin, je veux dire, avant le mouvement MeToo. Ben, vous allez pas vous en sortir, vous allez être inculte, hein, vraiment. Donc, ah oui, parce que la littérature de maintenant, c'est pas ce qui va vous apporter le plus, quoi. Donc, ça sera classique dans 10 à 15 ans, 20 ans. Voilà, mais pour l'instant, voilà. Il y a des classiques qui sont appris maintenant par des gamins de terminale, de livres qui ont peut-être 10 ans ou 15 ans, donc il faut quand même attendre un minimum pour être un classique, voilà. Et puis peut-être que dans 50 ans, ce livre-là qui paraissait être le livre qu'il fallait avoir lu classique, va peut-être tomber dans l'oubli parce qu'il y en a un autre meilleur. Voilà, donc ils sont pas là par hasard, les mecs, hein, depuis des siècles. Mais voilà, c'est un livre qui est important à lire. C'est un livre qui donne à réfléchir, en fait, aussi, de la position qu'une femme a pu prendre tout au long de l'histoire. Faut pas croire qu'on était juste... Oui, bien sûr, on était vilipendés dans le sens où elle a été mise au banc, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, vous avez le choix. Ou vous êtes au banc, ou vous êtes le mouton. Voilà, donc elle a décidé qu'elle pouvait être au banc, et que quand bien même il lui arrive quelque chose, c'est ces femmes qui ont fait avancer l'histoire. Voilà, elles étaient féministes avant l'heure, on va dire, et elles ont continué à la lutte. Il y en a plein qui l'ont fait. Donc je trouve que c'est quand même un livre important. Oui, c'est important. C'est des livres importants. Voilà. Autre livre important, c'est Le chiffre de l'alchimiste de Philip Kerr. Oui, Monsieur Kerr n'a pas écrit que sur Dwarf Age. Là, et on est à la Tour de Londres, si je me souviens bien, avec un certain Isaac Newton. Alors, je crois que ça se passe à la fin du XVIIe. Je pourrais pas vous dire la date de début du roman, je me rappelle pas. Mais c'est fin du 17. Donc en gros, c'est entre 1685 et la fin du siècle. Mais on va dire plutôt 90 alors. Mais entre 90 et 1700 à peu près. Et j'avais trouvé ça, l'histoire des faux monnayeurs, de l'enquête, des messages codés. Ouais, j'avais trouvé ça assez passionnant pour la période en plus. Et puis il met en scène tous ces meurtres dans une espèce de contexte assez bizarre. Et ouais, c'est une autre façon de voir. Il faut que je tourne la page parce que c'est le dernier encore que j'ai. Il faut que je vous montre. Ouais, c'est un livre qui est assez facile
Il n'est pas très difficile à lire, malgré qu'il y a du symbolisme, des symboles alchimiques, des trucs comme ça. Et j'avais trouvé, bah, c'est la plume de Kerr, quoi. Donc si vous aimez pas la plume de Philippe Kerr, si vous êtes jamais rentré dedans, faut pas y aller. Parce que c'est vraiment du Philippe Kerr. On est d'accord sur le sujet. Mais la période est fascinante, hein, la fin du XVIIe en Angleterre. Oui, pardon. Oui, ah bah oui. Oui, parce qu'on vient de sortir quand même de la Révolution anglaise. Qui est quand même un des pans de l'histoire anglaise très important, 1660, et quand même, à un moment donné, en tous les cas, il y a ouais, il y a tous les soubresauts derrière, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Il y a les soubresauts derrière. Donc voilà. Ah, je vais vous montrer ma liste. Voilà. C'est les petites vignettes que je vous ai préparées. Alors là, vous les voyez en noir et blanc parce que en gros, bah, c'est comme ça, c'est en noir et blanc. Mais vous aurez les vraies vignettes. Et c'est les livres que je possède. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver la couverture des livres que j'ai là. Alors il y a des couvertures plus jeunes, plus vieilles, etc. Notamment le Ivanhoé, il date de 103 ans et demi. Voilà, donc attendez, je vais prendre ma deuxième vignette. Voilà, donc ça c'est la deuxième vignette, vous voyez. Je vous ai tout fait. Ah, j'ai fait tout bien comme il faut, hein. Je suis une fille bien. Alors, ça va encore atteindre 1h30 cette merde. On va accélérer. Autre roman, et là, on rentre dans les guerres napoléoniennes. Oh, bah, les deux Bavas, hein. Putain. Ah, bah, Tolstoï. Voilà, la guerre napoléonienne. 1 et 2. 1 et 2. Bavas. Ça m'a fait un été, cette merde. Et puis, vous avez vu, là, un truc tout petit. Voilà, on m'avait filé ça en me disant, bon ben maintenant tu lis. J'ai dit, mais tout. Voilà, donc on m'avait dit, ben oui, tout. Je fais, ah ouais, d'accord. Bon alors après ceux-là, ils sont un peu plus vieux, ils sont un peu plus récents, je crois qu'ils doivent dater du début des années 2000, parce que je les ai en Dordogne dans une édition qui est en train de se casser la gueule, littéralement. Je l'ai réparé, vous savez, le papier collant, on couvrait les livres et tout, parce qu'il est en train de me faire wouh, voilà. Donc là, je les avais rachetés quand je les avais réparés, je les avais rachetés pour les avoir, parce que bon, ceux-là, à la rigueur, on s'en fout, quoi, on peut les... Voilà. Mais ça, c'est essentiel, quoi. Voilà. C'est les relations un peu épineuses entre la Russie et la France du 19e, quoi. On est bien d'accord, hein, voilà. Donc c'est épique, romanesque, c'est le souffle de la littérature russe, même si mon petit cœur va à Nicolas Gogol, mais voilà, mais c'est une pavasse. Alors c'est vrai que ça fait peur, hein, ça fait peur, hein, mais non, il faut pas avoir peur. Vous pouvez y aller, ça mord pas. Enfin, je crois pas. J'espère. Alors, on parlait de Tolstoï, bah, celui que j'ai cité, Nicolas Gogol, avec Taras Bulba. Alors là, ce truc... Attendez, je vais vous montrer la petite vignette. Ah bah oui, mais je fais ça bien, moi. Je montre la petite vignette. Vous voyez la petite vignette? Alors là, on est, en fait... c'est un épisode un peu imaginaire de la lutte des Cosaques contre les Polonais dans l'Ukraine du XVIIe siècle. Taras Bulba. Et on va se retrouver avec des grandes batailles. Et ce Taras Bulba, en fait, va être fait prisonnier, va être mort, brûlé vif, si je me souviens. Et puis, le récit fait par Gogol, c'est un truc... Voilà, c'est l'âme russe avec la truculence de Rabelais, à un moment donné. Il y a une puissance de narration dans Gogol. Il y a les beuveries cosaques, c'est à côté le banquet d'Astérix et Obélix et Gargantua, c'est des petits joueurs, hein. Voilà, non franchement, moi j'adore Gogol, hein, donc voilà, et puis il y a toute cette partie de cette région qui est l'Ukraine maintenant, et qui était très primitive, on va dire, au 17e on parle, hein, voilà, donc, ah bah oui, hein, voilà, donc franchement, mais si vous connaissez pas Nicolas Gogol, Taras Bulba, c'est génial, j'aime bien. Après, je fais ce que je peux, hein. Autre livre, alors là, attention, alors là, chef-d'œuvre. Bah, en fait, ils sont tous plus ou moins des chefs-d'œuvre, mais chef-d'œuvre. Déjà l'auteur,
Si vous avez jamais lu ce garçon, enfin cet homme, vous avez raté votre vie aussi. C'est Victor Hugo. Oh, je pense que tout le monde a lu au moins un Victor Hugo dans sa vie. Enfin, je suppose si vous êtes là, c'est que vous en avez au moins lu l'un. Et là, 93, c'est quand même un texte assez magnifique sur la guerre fratricide de la Vendée et on va dire Paris. Voilà. C'est quand même un gros texte. Il y a 3 personnages incroyables. Il y a à la fois l'ange, le démon et l'impassible, si on peut les déterminer comme ça, avec la plume de Hugo, le côté lyrisme de Hugo, le côté romanesque, romantique, romantique si on peut dire Hugo romantique, bah oui. Romanesque surtout, et puis 93, c'est un texte mais sublimissime et c'est une histoire magnifique. Après, c'est pas une des histoires qu'on connaît le plus en France, dans l'histoire de France, je veux dire, les guerres de Vendée, mais ça fait partie des choses qu'il faut savoir, quoi. Donc, historiquement, c'est du Hugo, enfin, c'est de l'histoire romancée par Hugo, mais c'est une très, très, très belle histoire. Bah ouais, c'est pareil. C'est la même chose, c'est style, non, je veux plus écrire après ça. Moi, j'aime Hugo, j'aime les poèmes d'Hugo, j'aime bien Victor. Voilà. Même si des fois, ça pouvait être une enflure. Mais j'aime bien Hugo, je me fous, en fait, j'ai aucun problème avec ça. Ah, moi, alors, voilà. On repasse l'Atlantique, on est en 1692. Oui, je l'ai mal classé, celui-là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi il est classé comme ça, celui-là? Oh, j'ai inversé. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. En fait, j'ai inversé Hugo et Arthur Miller. Donc, c'est les sorcières de Salem. Bon, si vous devez, après avoir On Form, vous devez lire un autre classique américain, c'est Arthur Miller, hein, on est bien d'accord. Voilà, ne me sortez pas que Abigail Williams vous indiffère. Si vous n'avez pas lu Les sorcières de Salem, vous avez loupé votre vie. Voilà, honnêtement, c'est l'histoire de cette jeune femme à Salem, dans le Massachusetts, qui est une servante chez des honnêtes fermiers, en fait, hein, à la base, et qui va tomber amoureuse de John Proctor, etc. Enfin bref, il y a tout. Et puis Arthur Miller, quoi. Alors ça a été un film, ça a été des pièces de théâtre, ça a été... je crois qu'il y a même une sortie, je crois qu'il a été faite, alors je sais plus, il faudrait que je cherche. Il me semble qu'à un moment donné, ils avaient fait une sortie des annales qui était hyper bien faite, c'est-à-dire vous aviez les sorcières de Salem, le texte anglais, le texte français et les explications pour comme si vous étiez en cours. Et je sais plus où je l'avais vu, dans une bibliothèque, dans une médiathèque. Et j'avais trouvé ça, je l'avais feuilleté, j'avais trouvé ça génial, mais vraiment. Et en plus, j'avais beaucoup aimé le texte quand je l'avais lu. C'est peut-être des plus récents que j'ai lus. Non, avec celui qui vient. Mais celui-là, il est très très récent, carrément. Enfin, il est très récent pour moi, en lecture. Je crois que c'est de tous ceux-là, je crois que c'est le dernier que j'ai lu. Ouais, c'est le dernier que j'ai lu, je crois. Parce que celui-là, je l'ai lu à l'université. Au début de l'université, il était dans le programme imposé dans la section littérature étrangère, enfin littérature anglo-saxonne. Donc, enfin, littérature. Et donc il y avait 2-3 choix à faire et je ne connaissais pas, enfin je l'avais jamais lu, j'en avais entendu parler par les gens, famille et école, et je l'avais jamais lu. Et donc j'ai dit Arthur Miller parce qu'il fallait faire une lecture commune avec quelqu'un, j'ai dit Arthur Miller, donc je l'ai lu et j'ai été révolutionnée. Voilà. Autre livre, et l'autre livre, là on est donc en 1896 quand il commence. On est à New York, dans les bas-fonds de New York, avec des meurtres, avec des choses un peu glauques. Hein. À New York, c'était glauque à l'époque, hein, c'était pas maintenant, hein, c'était Moyen-Âge à l'époque. Hein. Enfin, Moyen-Âge américain, on va dire, oui, parce que vu qu'ils sont tout récents, les bébêtes, Moyen-Âge américain, ils ont fait tout en accéléré, eux. C'est L'Aliéniste de Caleb Carr. Et la suite qui va derrière. Mais L'Aliéniste, quand même, le premier, si vraiment il faut en lire un des deux. Parce que cette histoire de corps lacérés avec les yeux arrachés et puis ce trio
entre Kressler, qui est un aliéniste, donc un psy, en fait, un docteur de psychiatrie, le John Moore, qui est un dandy, un peu journaliste, un peu machin, et la secrétaire du prochain président des États-Unis, je vous laisse deviner lequel, qui est à l'époque juste le préfet de police, je crois, en tous les cas, je crois oui, c'est ça, ou le préfet de police, ou en tous les cas, le directeur de la police de New York de l'époque, qui est là, qui est sa secrétaire, mais qui veut enquêter, qui veut être une jeune femme dans la police. À l'époque, les femmes n'ont pas le droit d'être enquêtrices, mais en tous les cas, voilà. Et ces trois personnages-là, c'est trois personnages différents de la société de New York de l'époque, donc vraiment du fin du 19e. Et c'est un très beau portrait de femme aussi, de cette jeune femme qui est émancipée, parce qu'à l'époque, ça commençait déjà pas mal. Et puis, du fait qu'elle est l'adjointe, enfin la secrétaire de Theodore Roosevelt, elle a quand même une certaine liberté qu'il lui accorde. Moi j'ai trouvé ça, voilà, et je l'avais vu passer plusieurs fois, et c'est lors du Black November, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, que j'avais pu le caser, parce que justement il y avait une consigne où je pouvais le caser, et j'ai été sur le cul. Ça a été un de mes coups de cœur de l'année, donc franchement voilà, c'est un des derniers que je peux dire avoir lu, et que je l'ai rentré en tant qu'historique, parce que c'est une autre partie d'histoire, l'histoire des États-Unis de la fin du 19e, voilà. Là c'est le classique français, Mauriac. Alors moi, Mauriac, c'est en intraveineuse chez nous, hein, voilà. Donc si vous n'avez pas lu Mauriac, vous êtes déshérité, en gros. Et Thérèse d'Esquerou, je crois que c'est l'un de ceux que je préfère de plus. Je crois. Je crois que c'est l'un je crois que c'est l'un de ce que j'aime le plus. Cette femme, de cet homme dont la femme a tenté de l'empoisonner, et qui, par souci des conventions, essaye de je sais pas, de faire en sorte qu'elle bénéficie d'un non-lieu, parce que les convenances font que c'est quand même un peu... et il y a quand même ce doute. Et puis Mauriac, quoi. Thérèse d'Esquerou, Mauriac, moi je trouve que... Alors attention, je crois qu'il y a une version filmée, alors je sais pas si elle est ciné et série, mais je crois une des deux, qui ne sort pas du tout, mais alors pas du tout, l'histoire comme elle finit chez Mauriac. Moi j'aime bien Mauriac, mais c'est pas un des auteurs les plus faciles à lire. Mais chez nous c'était un peu obligatoire. Voilà, parce que venant de l'Aquitaine, en gros, si vous n'aviez pas lu Mauriac, Montaigne, Montesquieu, Eugène Leroy, et toute la clique, Rabelais par exemple aussi, même si c'était pas le même truc, mais c'était ça, vous étiez déshérité, hein, voilà, clairement. Ouais. Encore une américaine, cette fois-ci une américaine, Toni Morrison, Beloved. Moi je pense que Beloved c'est je pense, hein, je crois. C'est l'un des plus intenses que j'ai lu sur l'esclavage. Je sais pas. En fait, je sais pas expliquer ce livre. Tellement j'avais été happée par Beloved. J'avais été happée par ce fantôme là qui arrive. Qui refuse de laisser certaines personnes en paix, etc. Et puis, c'est un roman juste sur l'esclavage aussi. Donc, ouais, si vous devez lire un livre puissant, très bien écrit, formidablement écrit, Toni Morrison, Beloved. Oui, bah, on est bon, hein, voilà. Oui, alors, celui-là, on arrive dans le XXe siècle, début du XXe. Je pense que celui-là, il est obligatoire. Alors, je pense aussi, vous avez loupé votre vie si vous l'avez pas lu. C'est Éric Maria Remarque, donc avec À l'Ouest, rien de nouveau. C'est le récit tout simple d'un soldat allemand de la guerre de 14-18.
Il a été publié, si je ne m'abuse, 1928. Et ça a été un succès monstre d'entrée de jeu. Et moi, je me suis intéressée à la Première Guerre mondiale grâce à un de mes cousins qui l'avait fait les 2 dernières années. Il m'avait mis dans les pattes d'Orgelès, etc. Euh, certaines autres. Et puis il m'avait dit, il faut lire celui-là. J'ai dit, bon, d'accord. Ah bah moi, j'ai petite, j'étais bien éduquée, on me donnait un livre, on me disait, lis, je lis. Voilà. Après, vous vous étonnez que j'ai lu beaucoup. Mais c'est surtout, ce texte a une force et il dénonce la monstruosité de la guerre. Et, euh, et c'est je pense, c'est l'un des romans les plus forts qui est donné de lire. Après, ça peut, vous pouvez passer complètement à côté, mais parce que j'en connais des gens qui l'ont lu, qui m'ont dit oui, oh, oui, voilà. Mais c'est quand même l'un des romans les plus difficiles, on va dire, sur cette période-là. En tous les cas, sur la brutalité, la monstruosité de ce que les hommes peuvent faire à un autre homme. Enfin, aux autres hommes d'à côté. Voilà, en gros. Alors, celui qui vient, je fais chier tout le monde depuis des années et des années. Premièrement, parce que l'auteur est américaine. C'est une auteure qui prône et qui prêche, on va dire même carrément, depuis des années pour la culture des Natives Americans, qui est issue d'ailleurs à moitié d'une tribu. Et je l'adore depuis les premiers livres que j'ai lus d'elle en anglais. C'est Louise Aldrich. Et La chorale des maîtres bouchers. Mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer avec ce livre, bordel de petit bonhomme. En plus, j'ai un truc dans l'œil. C'est poil de chat, tous les coups. En fait, on est en 1918, ça commence. C'est un jeune soldat allemand qui décide de prendre un nouveau départ et qui part aux États-Unis. Et on va suivre le déroulé de cette famille-là. En fait, on va suivre le destin de cette famille germano-américaine sur plusieurs générations, des années 20 aux années 50, entre l'Europe et l'Amérique. Et il y a des portraits de femmes incroyables. Il y a ce nouveau monde où il va travailler comme un forcené pour arriver à ce monde nouveau et pour donner quelque chose de base, parce qu'il part, il a rien. Je trouve ce roman d'une force incroyable. Il va se joindre justement à la chorale des maîtres bouchers le soir pour chanter dans cette chorale. C'est une merveille, ce livre-là. Moi, quand je l'ai lu, déjà parce que j'adore l'auteur et dès qu'elle a sorti, je l'ai lu. J'ai jamais autant pleuré à la fin d'un livre. Enfin, en tous les cas, dans ce contexte-là. J'ai pleuré dans d'autres livres, hein, vous inquiétez pas. Oula, oui. Mais comme ça, c'est assez rare que j'arrive à pleurer à sanglots. Il y en a très peu de livres où je dis, à la fin, j'avais du mal à reprendre mon souffle tellement je n'arrivais pas à contrôler mes larmes. Mais l'écriture, l'histoire, les personnages, la vie, tout ce qui est la vie familiale, les sentiments, le côté de rejet de l'autre qui arrive, l'étranger toujours, mais qui veut se fondre dans la masse, et puis ce pays gigantesque qui absorbe les immigrés comme ça et qui les recrache pour être des vrais Américains, c'est assez prenant, voilà, mais j'aime beaucoup. Oh ben on est presque à la fin, il en reste plus que 2. Oh ben vous êtes tranquille. On parle bien des romans historiques selon les périodes, hein. On est bien d'accord, hein, voilà. Celui-là aussi, si vous n'avez pas lu ce type, il faut le lire. C'est Ernest Hemingway. Et Pour qui sonne le glas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu Paris est une fête parce que malheureusement après les attentats de 2015, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce livre, qui l'ont découvert. Mais qui sonne le glas. Je pense que l'histoire espagnole et des brigades internationales est très importante, surtout que Hemingway savait de quoi il parlait. C'est un pan de l'histoire qu'on n'apprend pas. Enfin, en France, ou très peu.
Bien sûr en Espagne, évidemment. Mais je suis pas sûre que tout le monde connaisse l'histoire de ces maquisards ou des guerrilleros, si vous voulez. Et de ces brigades internationales. De ces lignes de front, de ces missions un peu suicides pour essayer de démanteler ces combattants. Et c'est la force de la plume d'Ernest Hemingway. On est bien d'accord que le gars sait écrire, qui sait ce qu'il écrit, et que quelquefois ça peut être assez violent. Il met pas de gants. C'est le moins qu'on puisse dire sur Hemingway. Et franchement, c'est prenant. Et puis je vous dis, c'est quand même une partie de l'histoire de l'Europe qui est importante. Voilà. Et donc, c'est vraiment un truc un peu... Ouais. Oui, c'est un livre à lire pour qui sonne le glas. Et la dernière, alors le dernier aurait pu rentrer... Ah non. Non, il n'aurait pas pu rentrer. Quand j'ai fait la vidéo sur les Seconde Guerre mondiale et Troisième Reich, j'y ai pensé parce que je l'aime bien, mais il n'est pas, pour moi, il n'est pas au niveau du roman historique parfait en tant que tel sur cette période-là. Par contre, il rentre très bien dans la vidéo toute période des romans historiques à lire si vous ne connaissez pas trop la période et que vous voulez y aller, puisque c'est Citadelle de Kate Moss. Il est très simple à lire parce qu'elle a une écriture assez facile. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup... elle axe beaucoup ses romans sur les femmes. C'est souvent des groupes de femmes, ou une femme rebelle dans certaines périodes, etc. Ou qui prend qui prend le combat, le fleuret, ce que vous voulez. Là, c'est plus pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et c'est un groupe de femmes qui va prendre plus ou moins l'idéologie, les armes dans le grand secret pour essayer de résister. En fait, c'est un portrait de femme dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans l'autre vidéo, parce que je trouvais c'était beaucoup trop léger pour être dans celle qui était vraiment pointue, mais qui fait jonction avec l'autre vidéo, parce qu'il fallait quand même que je finisse à cette période-là. Moi, j'avais bien aimé Citadelle, c'est quand même un bon roman. Si vous ne connaissez pas la période, si vous hésitez à aller vous jeter dans ceux que j'ai présentés la dernière fois, ça peut faire une transition. Ça peut être une bonne transition. Après, c'est pas le meilleur roman, machin. Mais si les portraits de femmes, si vous avez aimé déjà Kate Moss et que vous avez aimé La Cité de Feu, ou etc., vous aimez sa plume, vous aimez le fait qu'elle est très romanesque, qu'il y a toujours des femmes à la pointe de l'épée là qui bataillent tout seules et qui sont des femmes à poigne, machin, vous allez aimer. Hein. Alors après, moi je suis pas, je cherche pas ce genre de truc. Je me fous que ce soit un homme ou une femme qui soit le héros d'un livre, tant que le livre m'apporte quelque chose. Alors historiquement on s'entend, mais qui m'apporte quelque chose au niveau de l'histoire. Moi ça peut être que des hommes, si l'histoire est belle, elle est belle. Je me fous royalement de savoir s'il y a un chien, un chat, ou une femme, ou un perroquet, ou un poisson rouge. Voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît, quel que soit les personnes qui sont dans le livre. Il faut qu'il y ait une histoire qui tienne la route, il faut qu'il y ait une plume qui tienne la route, et il faut, si c'est des romans comme ça historiques, il faut que ça tienne derrière la route, un minimum requis par la loi. Voilà, donc ça c'était tous les romans historiques, toutes périodes confondues. Donc j'ai fait préhistoire jusqu'à la jonction d'une autre. Je rappelle que j'avais fait un top 25 de mes classiques français et étrangers préférés. Donc je vous rejette à ces vidéos si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a forcément des romans qui sont un peu historiques là-dedans, mais qui sont pour moi des classiques. C'est des trucs, c'est mes bases françaises et mes bases étrangères. Et quand je dis étrangères, il y a un peu de tout, il n'y a pas que des anglais ou autre, il y a de tout. Voilà, bah, la preuve, il y avait Hermann Hesse. Voilà, donc c'est... Ouais, il y a Gogol aussi. Oui, ah bah il y a Gogol, hein, ça c'est sûr que Gogol y est dans les classiques. Hein. Voilà, donc... ça va, vous avez loupé votre fille si vous n'avez pas lu Gogol. Et donc loupez pas. Et voilà, donc ça c'est les romans. Et je vous dis, je recommence, c'est quand même les romans qui pour moi ont un fond historique bien foutu, mais qui ont des histoires fortes aussi.
C'est ce que j'aime dans les romans historiques, toutes périodes confondues. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un bon équilibre. Moi, si c'est pour lire un truc qui est sur une base historique, mais qui a que des choses qui sont inventées au milieu, ça ne m'apporte absolument rien, j'en ai rien à carrer, parce que je pense pouvoir faire la même chose. Enfin, en tant qu'auteur. Mais honnêtement, voilà, alors peut-être c'est mon défaut aussi, c'est que je sais qu'il y a des livres que je lis, que je pourrais pondre en 10 minutes, un quart d'heure sur le coin d'une table. En gros, en tous les cas, la grosse trame. Voilà, donc si ça m'apporte absolument rien, ça ne m'intéresse pas. Je sais que la lecture, c'est de la lecture, que c'est fait pour se divertir. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais nous, c'est plutôt pour se divertir, on s'en fout si c'est véritable ou pas, nous, c'est pour s'aérer. Oui, ben alors voilà, c'est pour s'aérer, mais moi, pour m'aérer, je me lis d'autres livres. Voilà. Oui, je suis pas normale pour m'aérer. Non, non, mais je lis. Je suppose que si vous regardez cette chaîne, vous voyez que je lis d'autres livres pour m'aérer, pour voir d'autres choses, mais je ne... Si on attaque certains livres plus thématiques, je suis exigeante, je suis chiante, faut dire, voilà. Oui, je suis chiante. Bon, il n'y a pas à dire, je suis chiante. Voilà. Donc ça, c'était mes livres historiques, toutes périodes confondues. Je vais vous mettre les vignettes à la fin pour que vous puissiez faire un imprimé quand pour que vous puissiez noter celles que j'ai vues, parce qu'on les voit bien, les noms des titres, et puis les couvertures peuvent vous donner aussi... sur la médiathèque, vous voyez, ah punaise, c'est celui-là, voilà, hop, n'allez pas les acheter, allez les chercher à la médiathèque, parce que comme si vous les avez jamais lus, n'allez pas vous dépenser de l'argent, je rappelle, pour des livres que si au milieu du livre ou au début ça vous gonfle, alors oui, vous allez pouvoir le revendre, mais c'est ridicule. Donc les bibliothèques et les médiathèques sont faites pour ça, c'est-à-dire s'il vous plaît et que ça a été un coup de cœur, vous l'achetez. Voilà. Moi, je dis la fille qui n'emprunte pratiquement jamais des livres. Mais elle est débile, hein. Voilà. On est bien d'accord qu'il ne faut pas suivre l'exemple de Lisa. Voilà, qui possède beaucoup trop de livres. Mais qui en donne à la fin de l'année, qui en donne. Vous voyez, tout ça, là, il y a beaucoup de livres que je vais donner parce que c'est des livres que j'ai lus. Il y en a certains, on va dire, il y en a au moins, j'en connais bien, une bonne trentaine qui vont partir chez mes voisins parce que c'est des livres que j'ai lus et qui ont largement été en deçà de ce que je pensais qu'ils étaient. Voilà, donc je ne me pose même plus de questions quand je garde vraiment mes coups de cœur, les très très bons livres, les livres que j'ai aimés vraiment, qui m'ont procuré quelque chose, ceux qui m'ont rien procuré, ni sentiment, ni émotion, ni rien, je vois vraiment pas l'intérêt de les garder désormais. Mais c'est en vieillissant, hein, parce qu'avant je gardais tout. Avant j'étais, vous savez, comme dans les terriers, je collais tout dans les terriers. Maintenant, le terrier commence à être un peu... Donc je dégage un peu de place pour mettre dans le terrier. Parce que j'en ai plein d'autres à mettre dans le terrier. J'ai pas fini de le lire. Hein. Donc il y en a des choses à mettre dans le terrier. Bon alors d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que... Je suis sûre qu'il y en a plein... Alors là, je mets au défi, il y en a, je crois, une ou deux qui vont me dire « J'ai lu tout ce que tu as présenté !» Je vais dire, bah c'est normal, c'est Romazounette. Voilà. Ça me semble assez logique pour certains. Pour le premier truc, ouais, je me semblait évident. Honnêtement, Homer, Rosny, Flaubert, Yourcenar, Scott, Twain, S, Echo, Dumas, les Dumas. Ouais, ça me semble évident. Tolstoï aussi, Hugo... Gogol, peut-être. Je suis pas sûre, Gogol. Hemingway, ça me semble évident. Remarque aussi, Mauriac, oui. Après, j'hésite. Oui, effectivement, Caleb Carr, Labyrinthe, Elrich, pas sûr. Enfin, pas sûr que tout le monde ait lu ces livres-là, mais il faut les lire. Voilà, d'ici là. Je vous laisse. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est, on s'en fout. Je sais jamais, donc ne me demandez plus parce que je ne fais aucune programmation. J'ai décidé jusqu'à la fin de l'année, je ne fais plus aucun truc, je fais en freestyle. Je crains pour les vlogmas, ça va être freestyle. Ils vont durer 10 minutes à tout casser, je vais dire que des conneries. Je vais rien foutre. Je vais me mettre derrière le sapin de Noël, enfin derrière le nounours, et je vais dire ah bonjour, ça va? Ah vous avez vu, il est beau le papa Noël, au revoir. J'ai aucune idée, hein. Je suis nulle. Hein. Je pense que ça va être bien du raté, mais bon, ça va être rigolo. Allez, d'ici là, on se donne rendez-vous la prochaine vidéo. Et puis, bah écoutez, dites-moi s'il y a des livres que vous avez peur peut-être aussi de lire. Et hurlez pas pour Homer, ça va aller. Ça passe tout seul. Ayez plutôt peur de la pavasse. Mais c'est bien parce que ça cale bien les portes. Vous voyez, ça fait des... Ah, tu mets ça derrière une porte, la porte elle claque pas.
Par contre, c'est pas facile à transporter à la plage. Hein. Ah si, pour mettre au coin des serviettes pour pas que ça s'envole avec le vent. Tiens, j'aurais dû y penser, moi, quand j'ai lu ces merdes. Comme quoi, pense jamais à tout.